Bonjour à tous. Oh, je vous entends pas, là, vous dormez. Bonjour. On est là pour parler de transformation digitale, oui ou non? On sort de quelque chose d'incroyable. On a fait un petit peu de teasing la semaine dernière. On est parti à 4 à Strasbourg. C'est la première diapo. C'était il y a 15 jours. Donc on était avec Xavier Gallet, Patrick Lamplé et Romain Callier. Et on est parti pour une aventure folle de devoir réinventer la santé de demain. Donc, comme vous le voyez ici, ça s'appelait le Hacking Health Camp. C'était un événement qui était sur 4 jours. Comment ça marchait? En substance, les 2 premiers jours, c'était un échauffement. On a mangé de la conférence dans tous les sens par les grands noms de la santé digitale. Et ensuite, on a attaqué le hackathon lui-même. Voilà. Donc, il s'agit là du plus grand hackathon santé d'Europe. Nous étions 600 participants. Pour la partie purement hackathon, on était un peu plus de 300. Donc 600, c'est en incluant également ceux qui ont assisté aux conférences. Alors, je vous laisse voir, il y a plein de chiffres, parce que les gens aiment bien les chiffres en général. Voilà. Côté relais médiatique, donc sur Twitter, le hashtag, c'est-à-dire le mot-clé officiel, c'était #camp, et ça fait partie du top 5 français sur toute cette période-là. Donc il y a eu énormément de tweets. On a eu une couverture, donc ça c'est un article du Figaro qui est sorti samedi dernier, là il y a 2 jours. Après, c'était couvert on va dire, par tout ce qui est par tout le monde de la santé connectée sur Internet. Alors l'idée, c'est pas de vous faire un compte-rendu complètement exhaustif de tout le Hacking Health Camp, parce que là, il y en aurait pour des heures et des heures, mais simplement vous montrer quelques thématiques fortes. Le premier jour, on a eu parmi les conférenciers Uwe Diegel. Uwe Diegel, c'est le CEO de iHealth, qui nous a fait une présentation à la Steve Jobs. Il était absolument splendide. Et je vais vous montrer donc quelques exemples de thématiques qui ont été abordées. La première thématique, c'est la notion de médecine personnalisée. Ensuite, nous avons eu les Jeux Olympiques pour les humains augmentés. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Alors, vous verrez sur la diapositive d'après, c'est une slide que j'ai récupérée lors du congrès, qui nous a tous beaucoup touchés. Et à la fin de ce speed tech, si on a le temps, je montrerai un film sur ce que c'est précisément. En pratique, c'est quoi? C'est vous prenez des personnes handicapées, très abîmées, qu'on va réparer d'une certaine façon avec des prothèses dernier cri. Revoir tout le système d'assurance santé, réinventer les pharmacies françaises. Donc là, on avait une présentation superbe du patron de 1001pharmacies.com. Donc c'est quelqu'un qui n'a même pas 30 ans, hein, et qui est venu nous expliquer à quel point le combat des pharmaciens d'officine contre Leclerc est un combat perdu d'avance, et surtout, c'est que les pharmaciens d'officine n'ont pas vu arriver la vague Internet qui est en train de déferler. Quantifier le comportement humain, donc ça, c'est notamment toutes les problématiques en rapport avec les objets connectés, comme le bracelet que j'ai actuellement sur mon poignet droit. Ça, c'est la diapo dont je vous parlais. Vous voyez donc cette jeune fille, Claire Lemas, qui a terminé le marathon de Londres 16 jours après le début de l'épreuve, avec des prothèses, comment dire, avec des batteries en fait. Le premier soir, des startups sont venus pour présenter leur projet. Alors pendant le hackathon, on avait des unités de temps extrêmement courtes. Donc là, chaque startup vient présenter quelque chose en 5 minutes. Au-delà des 5 minutes, la musique sonne à fond la caisse, les gens ne peuvent plus parler. C'est une bonne manière de faire taire les gens. Soit on coupe le micro, soit on met de la musique, je préfère la deuxième solution. Et tous les participants ont été amenés à voter pour la startup préférée. On avait tous des faux billets de 500 € comme celui-là. Et le gagnant, c'est une petite start-up qui a créé un otoscope qui se branche sur iPhone, exactement comparable à ce que Déborah a présenté la semaine dernière à SpeedTech. Deuxième jour. Ah non, premier soir. Alors ça, c'est un truc génial. C'est un robot qui nous a accompagnés pendant tout le hackathon, enfin surtout au niveau des conférences. Imaginez donc un truc qui est une sorte d'aspirateur avec un tube, 7 écrans et une webcam, qui était piloté à ce moment-là par l'atelier BNP Paribas qui était à Paris. On avait 120 personnes qui assistaient à la conférence en pilotant ce robot. Ce robot filme tout ce qu'il voit, donc ça permet d'assister à distance comme ça à des événements. Clairement, j'ai pris quelques photos, j'ai pris les références de la bestiole, parce que je me dis qu'on a sûrement des choses à faire avec ça. Imaginons, on délire un peu, hein, mais le jour où vous avez des personnes qui ne peuvent pas se rendre au travail pour X raisons, si elles peuvent piloter ce truc-là à distance, bah, le robot, vous l'envoyez en réunion, vous l'envoyez un peu où vous voulez.
Du délire, hein. Ouais, on l'a vu tourner et c'est quand même plutôt convaincant comme truc. Et puis le soir, on peut même prendre des bières avec elle. Le deuxième jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme on avait un public avec des informaticiens d'un côté, pour faire simple, et des professionnels de santé de l'autre, et pas que ça, mais en substance, c'était à peu près ça. On a eu des conférences sur tout ce qui était, par exemple, protection des données, toute la législation. Il y avait la CNIL, il y avait des avocats qui étaient là. Et en parallèle, les informaticiens, les purs, les durs, eux étaient dans d'autres salles. Et ils ont eu des cours sur on va dire, des techniques avancées de programmation pour programmer, par exemple, des bracelets connectés, pour se connecter sur le dossier médical partagé, etc., etc. Donc, parmi les thématiques, vous voyez, donc Data Protection, iHealth API, donc ça c'est comment se brancher sur les bracelets iHealth, bracelets, tensiomètre électronique, balance électronique, etc. etc. Healthcare Data Management en Allemagne, on avait la même chose d'ailleurs aux Pays-Bas. L'Internet des objets, donc un nouveau terrain de jeu pour la santé digitale, etc. Donc on a eu beaucoup de conférences. Chaque conférence durait une demi-heure, il n'y avait pas de pause. C'est à chacun de se débrouiller finalement. Voilà, vous voulez boire un truc, machin, vous sortez, vous revenez vite, etc. Donc c'est des rythmes très intensifs. Et là, après, on a attaqué le hackathon lui-même. Alors le hackathon, en pratique, sur les centaines de participants, il y avait 50 porteurs de projets. Les porteurs de projets, donc l'idée, c'est que ce sont des gens qui viennent avec une idée. Il va falloir trouver une équipe, la constituer, avec des informaticiens, des professionnels de santé, il y a des startups, il y a plein de monde. La question, c'est comment est-ce que vous faites pour faire 50 présentations en un temps record? Vous imaginez à 50 présentations avec les PowerPoint et tout le truc? Ça, c'est déjà vu, remarquez. Hein. Là, la réponse est très simple. Une bonne préparation et 59 secondes pour présenter un projet. À la 60e seconde, on remet la musique à fond la caisse. Donc là, ça vous incite à être vraiment concis quand vous présentez votre défi. Alors pour les fanatiques, vous reconnaîtrez Sarah Lopez. C'est Sarah Lopez qui était stagiaire chez Servier l'été dernier et qu'on a retrouvé par hasard au hackathon. Après, excusez-moi du terme, c'était un vaste bordel, puisque vous rentrez dans une grande salle, les porteurs de projets sont là avec des panneaux, avec tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'attirer un maximum de monde. Voilà, je crois que cette photo décrit bien l'ambiance qu'on pouvait avoir. Et le hackathon va pouvoir démarrer. On est le vendredi, il est 18h. Une personne vient nous voir en nous disant bon, maintenant, vous allez devoir prévoir ce que vous allez faire sur les 12 prochaines heures. Le ton était donné. On allait peu dormir. Surtout certains. Mais il en parlera un peu mieux que moi tout à l'heure. Lors du hackathon, on avait du matériel. On avait du matériel dernier cri. Alors, on avait tout un tas d'objets connectés. Là, vous aviez un lit médicalisé connecté. Donc, vous voyez, il y a un écran d'ordinateur. Vous avez un accès à Internet directement depuis le lit. Ce qui permet, par exemple, de poser des questions aux patients à l'hôpital. Comment il se sent, etc. De pouvoir interagir avec lui en permanence. Mener des enquêtes et autres. Vous verrez également par la suite que ces lits avaient aussi une autre utilisation qui n'était pas vraiment prévue à la base. Non, c'est décent. Autre type de matériel qu'on avait à disposition, là vous avez une imprimante 3D. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en voyais une tournée. Alors c'est très lent, mais c'est assez impressionnant. Et ils s'en sont servis notamment pour sortir des prothèses, voilà, des prothèses extérieures. C'était assez marrant. Où on avait droit aussi à des scènes un petit peu insolites. Ça, c'est la table à côté de la mienne. Donc les gens jouaient du fer à souder. Donc je vous rappelle quand même le principe, c'est qu'on avait 54 heures pour fabriquer des prototypes complètement finalisés. 54 heures, donc jour et nuit. Vous ne sortez pas avec des diapos, vous devez sortir avec un appareil qui se montre, un appareil, une application mobile ou ce que vous voulez. Il faut pouvoir faire une démonstration en live, il faut que ça marche. Si jamais vous ne l'avez pas, vous sortez. Vous avez travaillé pour rien. Donc c'est assez dur hein, comme mécanique. Alors le lendemain matin, dans les lits médicalisés, puisqu'il y en avait un certain nombre, alors pour la petite histoire, on avait privatisé la fac de médecine de Strasbourg. Quel meilleur endroit finalement pour réinventer la médecine de demain que d'être dans les murs de la faculté. Donc on avait un certain nombre de lits et là on retrouvait des clochards un peu partout. Pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un lit comme ça, ils dormaient par terre ou sur les tables. Nous on a pu se trouver comme une chambre d'hôtel, ce qui n'était pas désagréable. Mais donc voilà, ça c'était une ambiance assez... Je ne vous cache pas qu'en plus le t-shirt que je porte là, certains l'ont porté 4 jours.
pouvez être long. Arrive ensuite le grand moment, présentation des prix. Donc là, vous voyez le staff du Hacking Health Camp. Et après, on a eu des présentations alors sur un rythme complètement déjanté. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a là des gens qui ne se prennent pas au sérieux tout en présentant des choses qu'ils sont parfaitement. Là, en l'occurrence, c'était la présentation d'un jeu vidéo qui a été fait pour les enfants cancéreux, qu'on va devoir sensibiliser sur toutes les thérapies qu'ils vont subir. Chimiothérapie, radiothérapie et autres. Le jeu c'était VP contre Dark Tumor. Donc les mecs ont présenté ça sur un fond de musique de la Guerre des Étoiles. Vous reconnaissez Obi-Wan Kenobi devant, et on a un combat de Jedi derrière. Par contre, c'était fait en association avec un hôpital, et le rendu était magnifique. Un autre exemple, là c'est familiariser à nouveau des enfants avec le parcours de soins. Un enfant qui rentre à l'hôpital pour une longue période, c'est pas toujours évident de comprendre qui fait quoi, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Donc là, ils ont développé un jeu vidéo qui s'inspire beaucoup de Zelda pour les plus anciens, Pokémon pour les plus jeunes. Mais donc, vous pouvez vous balader dans le village, vous rentrez dans les petites maisons, vous pouvez parler avec les gens, etc. Et c'est une manière de découvrir finalement ce nouveau monde, tout en le transposant après dans le monde de l'hôpital. Là, on sort du monde du logiciel pur, on arrive plus sur du device. On avait des urgentistes humanitaires qui avaient une problématique très particulière, c'est que quand on arrive sur le lieu d'un séisme, par exemple, vous avez beaucoup de victimes. Il est difficile de pouvoir identifier précisément chaque personne, qu'elle soit vivante ou décédée. On met les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, etc. Les empreintes digitales ne sont pas un bon moyen de le faire, puisqu'il y a beaucoup de poussière, il y a du sang, donc il fallait trouver autre chose. Donc là, ils ont développé un appareil qui va scanner la paume de la main avec une longueur d'onde très particulière pour faire sortir le réseau veineux. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Le tracé de vos veines dans votre main vous identifie de manière certaine, à l'instar finalement des empreintes digitales. Donc ça, ils ont tout développé en 54 heures. C'est pour ça que ça y allait au fer à souder, etc. Alors pour ma part, moi, j'étais dans un groupe où on a travaillé sur un système d'amélioration de l'observance. Je me suis retrouvé dans un groupe avec des Ukrainiens, il y avait un chirurgien brésilien, il y avait un Américain, il y avait une Polonaise, donc c'était assez international. Donc vous voyez là sur le blister, vous avez un circuit électronique, c'est une sorte de microfilm qui est posé dessus. Et quand vous craquez le blister, vous allez casser ce circuit électronique, vous avez un émetteur qui va communiquer avec un récepteur, et on va pouvoir faire des applications sur l'observance. En l'occurrence, nous on a travaillé chez le patient bipolaire. Le récepteur lui-même, vous pouvez le mettre dans la boîte, vous pouvez le mettre dans un petit appareil à côté. Mais comme j'étais avec des vrais bourrins, lui se l'est mis en implant, dans la main. Alors je crois que ça refroidit un peu tout le monde, parce que autant Intarsia, ça j'y crois à 100%, à 2000%, autant un implant juste pour de l'observance thérapeutique, ça me paraît assez cogné. Mais je vous jure qu'il l'avait vraiment, c'est une photo que j'ai prise. Donc là, c'était simplement une photo pour prouver qu'à minuit et quart, j'étais encore sur le pont. Mais certains ont fait mieux. J'accueille sur scène mes coéquipiers qui vont nous expliquer un peu ce qu'ils ont ressenti. Xavier, commence. Oui, Olivier, pour faire suite à ce que tu viens de dire et dans l'ambiance générale du hackathon, je m'attendais à tomber au départ du projet dans une équipe constituée uniquement de personnes d'une vingtaine d'années. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'en a rien été. Le groupe avec qui j'ai démarré a été constitué au départ autour d'une start-up et ça m'a fait vraiment plaisir de retomber dans ce type d'ambiance, moi qui avais travaillé depuis quelques années dans ce même type de structure. Alors la thématique de ce projet était clairement centrée autour du big data et plus particulièrement autour de l'analyse de plusieurs milliers de dossiers patients atteints de cancer du sein. Dossiers médicaux qui étaient matérialisés par de simples fichiers Word constitués de plusieurs termes et abréviations non structurées et issus des RCP, donc qui sont les réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors, ce qui m'a vraiment époustouflé et émerveillé dans ce hackathon, c'est de m'apercevoir qu'au bout des 50 heures, les personnes en charge de l'analyse, de cette grosse quantité d'analyse, donc d'informations des dossiers médicaux, ont réussi à extraire quand même plusieurs informations particulièrement pertinentes sur l'évolution de la maladie, donc qui est le cancer du sein, et également le traitement. Alors, je ne vais pas m'étendre sur, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations qui ont été extraites. Je vous citerai simplement deux informations. La première, c'était de dire que les patientes atteintes d'un cancer du sein de forme tubuleuse
n'avait aucun risque de récidive, 0% de récidive, et avait moins de 1% de risque d'évolution de la maladie vers un stade métastasique. La deuxième information qui est assez anecdotique et je dirais de manière même insolite, il a été montré en fait que les patientes fumeuses avaient moins de risque de récidive que les patientes qui ne fumaient pas. Donc on peut vraiment dire que le tabac est un risque, est un facteur de protection. De bon pronostic. De pronostic. Pardon. Je me suis trompé, désolé. Ben oui. Donc c'est évident, à la vue de ces résultats, il faut dire que bien évidemment le projet était particulièrement bien accueilli par les jurys à la fin de ce hackathon. Jury qui nous a attribué à la fin de ce hackathon deux prix. Un prix donc à droite pour la meilleure innovation en santé, la meilleure solution innovante en santé, et un second prix attribué cette fois-ci par la BPI, qui est la Banque publique d'investissement. Voilà, Olivier, je te repasse la main. Merci Xavier. Le tabac comme facteur protecteur du cancer du sein, c'est quand même extraordinaire. Qui sait, le big data va encore nous apprendre un paquet d'autres choses. Patrick, à ton tour. Merci. Donc, je me mets là. Donc, j'étais sur un projet, mais avant de parler du projet, je voulais juste relancer sur la partie que disait Olivier. C'est que ce qui était impressionnant, c'était que les gens arrivaient avec des problèmes du quotidien et il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Donc, tout le monde était très motivé à avancer et à réussir la fin des 50 heures. Sur le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le DMP mobile. Donc DMP, c'est le dossier médical personnel. C'est une sorte de carnet électronique qui est géré par la sécurité sociale, mais qui est qui est peu diffusé et pas facile d'accès. Donc l'application sur laquelle on a travaillé, c'était une application pour faciliter l'accès au DMP, avec trois applications en fait, une pour le citoyen, donc pour accéder à son propre dossier, un pour le personnel de santé, et puis un pour les urgentistes, parce qu'en fait le projet était porté par des urgentistes qui nous ont donné un exemple criant de réalisme dont je vais vous parler. Donc imaginez, vous êtes l'urgentiste, il est dans l'ambulance, il est appelé sur un cas d'un malaise, il a les pompiers au téléphone qui sont arrivés avant lui, et il a pas d'informations telles quelles. Les pompiers vont lui donner le nom, le prénom, l'âge de la personne qui a eu un malaise ou un âge approximatif. Et avec l'application, il va pouvoir se connecter, rechercher le patient avec les identifiants et essayer de voir s'il le retrouve. Une fois qu'il a retrouvé, il va confirmer qu'il peut accéder aux informations parce qu'il y a un cas d'urgence et il va pouvoir voir l'entièreté des informations qui sont disponibles sur le patient. Donc il va se rendre compte que le patient, en fait, il a une maladie cardiaque, qu'il a consulté récemment un cardiologue, qui lui a donné un traitement avec un dosage assez fort. Et en plus, avec le dossier pharmaceutique, il a la confirmation que son pharmacien de quartier lui a bien délivré les boîtes. Donc il fait un pré-diagnostic, en fait il suppose que le patient a fait un surdosage et un malaise dû au surdosage. Donc avant même d'arriver, il peut savoir qu'il va faire un ECG pour vérifier s'il n'y a pas un tracé qui correspond à un surdosage. C'est ce qu'il fait à son arrivée. Il peut directement confirmer son diagnostic et comme il connaît le traitement, utiliser l'antidote qui correspond au traitement et puis donc directement stabiliser le patient. Donc le patient est stabilisé et en sécurité, il peut le ramener dans l'ambulance, et dans l'ambulance, il peut continuer à consulter le dossier médical, et se rendre compte que le cardiologue avait indiqué dans le compte-rendu de la dernière réunion qu'il avait prévu de lui poser un pacemaker. Donc il peut directement contacter le cardiologue et lui ramener son patient en disant qu'il n'a pas tenu sur le traitement et qu'il faut passer un pacemaker rapidement. Donc on voit bien qu'on répond à un besoin immédiat et urgent avec une question de vie et de mort pour les patients. Et donc ça a été très très bien reçu. On a eu des prix dont je vous ai raconté juste avant. L'équipe, on était 4 médecins, dont 3 urgentistes, un entrepreneur et 7 développeurs. Et en 50 heures, on a réussi à faire un prototype fonctionnel pour la partie urgentiste. Donc on a eu le prix de la collaboration en santé et le prix de Samsung. Et donc ce midi, j'ai reçu des news de l'équipe. Les urgentistes, ils sont en train de mettre en place une association pour aller plus loin là-dessus. Il y a déjà des contacts qui sont pris avec la sécurité sociale, avec l'ordre des pharmaciens. Samsung est aussi en train de les recevoir pour présenter l'application lors des congrès.
Donc voilà, c'est quelque chose de très concret. Avant de passer le micro, je voulais juste donner un commentaire. On voit bien, enfin, dans le hackathon et aussi dans les présentations, que le monde de la santé a changé et qu'en en fait, on ne peut pas arriver juste avec une solution pour traiter une maladie. Il faut proposer des solutions de santé pour les patients. Les patients sont au cœur de leur santé. Et d'ailleurs, on ne devrait plus utiliser le mot patient parce qu'il n'attend pas qu'un professionnel vienne lui dire qu'est-ce qu'il a à faire. Il vit tous les jours. Un diabétique, il voit un médecin quelques heures par année, mais il y pense toutes les 18 minutes en moyenne. Donc il faut vraiment trouver des moyens de répondre à ce besoin-là. Et c'est vraiment important. Et donc passer d'une industrie pharmaceutique pour faire des médicaments à une industrie de santé pour trouver des solutions globales de santé pour les patients. Merci Patrick. Et maintenant le Warrior, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Donc j'ai pu travailler sur un projet qui s'appelle The Secret Gift of Bravery. Donc avant de vous parler de ce projet-là, je voudrais revenir sur le diabète type 1. Alors comme vous le savez probablement tous, c'est une maladie qui est extrêmement contraignante et j'aimerais que vous imaginiez l'effet que ça fait lorsqu'on annonce ce diagnostic à un enfant âgé de 10 à 14 ans qui se prend un véritable coup de massue, qui doit gérer sa glycémie chaque jour, qui doit savoir combien ses aliments portent de glucides, qui doit faire ses injections, etc. C'est un véritable coup de massue et il n'existait aujourd'hui rien qui permette d'améliorer leur bien-être et de les empêcher de tout simplement décrocher, ce qui peut avoir des conséquences graves par la suite. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était un jeu. Alors un jeu de cartes en ligne à collectionner, type Magic Hearthstone, pour ceux qui connaissent, pour les patients diabétiques de type 1, les enfants, qui n'a pas pour vocation de les éduquer, mais qui a pour vocation de leur redonner du courage, parce que c'est une véritable stratégie que de contrôler sa glycémie. On a voulu développer un jeu qui renvoie au mécanisme de la glycémie, sans que ce soit vraiment explicite, mais tout en restant dans un univers héroïque fantasy à la Seigneur des Anneaux. Donc pour ça, on a réuni un groupe de 12 personnes, dans lequel on a fait un sous-groupe de professionnels de santé, où on s'est attelé à la création des mécanismes de jeu. Donc comment on voulait que le jeu se présente, comment lier les cartes du jeu à la maladie, parce que le tout, c'est pas de faire simplement un jeu vidéo pour les enfants, on est là vraiment aussi pour les aider à s'améliorer et pour les aider dans leur bien-être par rapport à leur maladie. On a eu une équipe de graphistes qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer tout l'univers graphique de ce jeu. Alors pour la petite histoire, ce qui était assez marrant, c'est que quand on est arrivé, le premier jour, ils sont arrivés en disant « Ok, on va chercher le matos dans la voiture ». Puis il y avait déjà tous les ordinateurs portables, on se dit « le matos dans la voiture ». Et là, ils sortent les imprimantes, les scanners, les écrans 27 pouces, le vidéoprojecteur, les carnets, les calques, ils dessinent sur les fenêtres. Enfin, c'était un grand n'importe quoi et ils ont travaillé du début à la fin comme vraiment très, comme des bourrins, j'ai envie de dire, pour qu'on ait à la fin un résultat assez exceptionnel. Et le dernier sous-groupe, non des moindres non plus, qui était le groupe des développeurs, qui eux ont quand même réussi la prouesse de coder un jeu en ligne en 30 heures, parce qu'il faut savoir que les développeurs, si on ne leur fournit pas un matériel de départ, ne peuvent pas commencer à coder à partir de rien. Et donc en 30 heures, ils nous ont fourni un jeu qui est un prototype fini, qui était utilisable en démo, sur iPad et sur tablette Android. Donc aussi, petit aparté, parce que c'est important, c'était notre premier fournisseur de Red Bull aussi, donc je les remercie grandement, sinon ça aurait été très compliqué de finir ce projet. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, Olivier s'est vanté d'être resté jusqu'à minuit et minuit quart. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est... Voilà, un peu... Et ouais, on était encore là. On était encore là à 5h40 du matin, et pour ma part, je suis resté jusqu'à 7h20 du matin. J'ai dormi à peu près 20 minutes le premier jour. Mais vous inquiétez pas, après, tout s'est bien réglé. Le lendemain, j'ai pu faire la grasse matinée, j'ai dormi 4 heures, c'était parfait. Voilà. Et donc, sur quoi atterrit ce projet? Donc, on est arrivé sur un jeu de cartes en ligne. Donc là, vous avez certains dessins de ces cartes. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, c'est juste pour que vous ayez un aperçu global. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que ces cartes, d'une part, étaient liées à l'univers de la maladie du diabète type 1. Par exemple, là, on a le golem de sucre, Sakharok.
mais qu'on n'avait pas seulement des cartes, on avait vraiment un jeu qui tournait sur Android et sur tablette. Donc avec ce projet, on a gagné le prix Sanofi. Sanofi qui était partenaire de l'événement. Et pour la petite histoire, le projet ne s'arrête pas là. Il continue, on a fait une première réunion et on va essayer de faire en sorte que le jeu se lance le plus rapidement possible. Merci. Merci Romain. Alors c'est marrant parce que quand il dit ils ont sorti du matériel comme ça, une des équipes qui a gagné le hackathon, donc il y a eu pas mal de prix distribués, l'un des gars nous expliquait, il dit voilà, à un moment on s'est retrouvé un peu embêté parce qu'on avait besoin d'imprimer un truc. Et autant des imprimantes 3D, il y en avait partout, mais des imprimantes 2D, il n'y en avait pas une seule dans toute la fac de médecine. Qu'est-ce que nous on a retenu du hackathon? Hop là. Tout d'abord, évidemment, un mélange de cultures. Habituellement, nous on travaille tous ensemble, ça reste quand même monoculture. Là, on avait des informaticiens, des professionnels de santé, des acteurs donc, du public et du privé. On avait des assureurs qui étaient là, on avait des hospitaliers, on avait des labos pharmaceutiques, etc. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Donc, comme l'a très bien dit Xavier, au début, on s'est dit bon, on va arriver, il n'y aura que des gamins de 20 ans, et en fait, pas du tout. C'était complètement hétérogène. On a travaillé sous stress. 54 heures au début, quand on démarre, on se dit bon, ça va, on a un peu de temps devant nous. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut bien s'organiser. Et il y a un côté compétition. Il y a des prix à gagner. Parmi les participants, il y avait pas mal de startups qui, elles, venaient. Alors, elles avaient déjà un certain nombre de choses pour pouvoir commencer à travailler. Il y a de gros enjeux pour elles. Tous ces prix en question, ça leur permet finalement de se valoriser, de se lancer. Donc, l'esprit de compétition était réel. Mais par contre, c'est un esprit qui était très open, très sain. Ce n'était pas du tout un esprit concours. Ce que j'ai retenu également, pas de blabla. Pas de blabla, c'est-à-dire qu'on est là pour avancer. On ne part pas dans du conceptuel. Il n'y a pas du tout d'esprit, comme j'ai marqué en troisième ligne, d'esprit créaticide. Donc absolument pas. Le type qui va nous expliquer que attention, c'est dangereux, il faut faire gaffe, etc. Machin. Lui n'avait pas sa place dans le hackathon, il n'y en a pas eu. Donc on avance, on verra ce que ça donnera après. C'est ce qui nous a permis finalement de délivrer des choses. On a délivré quand même une trentaine de projets à vue de nez en 50 heures. Les équipes se structurent autour d'un projet. C'est-à-dire qu'on n'avait pas réuni des compétences en disant voilà, toi tu sais faire ça, toi tu sais faire ça, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Mais c'est plutôt, on a un besoin, le projet c'est ça, toi écoute, tu sais peut-être pas forcément dessiner, c'est pas grave, tiens tu prends un dessin, débrouille-toi. Et les gens ont dû vraiment se structurer, s'adapter par rapport à une thématique. D'où la nécessité de faire preuve d'une très très grande flexibilité. On ne se prend pas au sérieux tout en l'étant. Je crois que les photos qu'on vous a montrées, notamment sur la présentation des prix, des projets, ça l'a très très bien illustré. Les gens viennent pour rigoler. C'est une ambiance, c'est sympa, c'est hyper dynamique, beaucoup de musique et autres. Par contre, ce qui est présenté, c'est robuste, c'est solide, c'est sérieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. Enfin, fiche d'étonnement arrivant dans ce milieu-là. Donc nous, l'objectif pour nous quatre, c'était vraiment de tenter une expérience nouvelle par rapport à l'innovation. Énergie, c'est inutile de vous convaincre. Même au bout des 54 heures, on avait encore du peps. Créativité, rapidité, flexibilité. On était des toutes petites équipes. Je crois que dans la plus grosse équipe, c'était la tienne, je crois, 12-13 participants. Sinon, c'était des équipes, on va dire, de 8-10 maximum. Il n'y a pas de touristes. Toute personne qui est là pour bosser, pour proposer, pour avancer. La question finale, où est Big Pharma? C'est-à-dire, quand on regarde les sponsors de l'événement, on avait donc Sanofi qui était fortement présent, on avait iHealth, Doctissimo, Allianz, etc., plein de petites structures. Où étaient les labos pharmaceutiques à part Sanofi? Alors, Novartis, c'est particulier puisqu'ils ont organisé leur propre hackathon le week-end dernier, il y a 10 jours, je crois. Mais à cette exception près là, ça rejoint des thématiques qu'on a régulièrement évoquées à SpeedTech. Il ne faut pas que l'industrie pharmaceutique loupe le coche. On arrive dans un domaine où les big tech sont en train d'arriver à toute berzingue. On doit être présent dans ces trucs-là. On doit sponsoriser ce type d'événement. C'est vraiment, à mon avis, une chance à prendre en ce qui nous concerne. Enfin, pour terminer, c'est vrai qu'on a martyrisé Romain, qui n'avait pas beaucoup dormi. J'ai une photo preuve à l'appui.
que même à la fin de l'événement, il tenait encore à peu près sur ses jambes. Comme quoi, il est vraiment solide. Merci pour votre attention. Pour terminer, on va vous passer le film du Cibathlon. C'est un film très court, vous allez voir, sur ce que des fous arrivent à créer comme compétition sportive pour handicapés. Merci à tous. Et rendez-vous en juin pour le prochain Speed Tech.